Elle se trouvait alors allongée sous une couverture rêche et raide, tirée sur elle jusqu'au menton. Victoire porta d'abord une main à son front, couvert d'un linge humide plié comme une compresse avant que s'éveillent, l'une après l'autre, des sensations qui faisaient surgir d'abord isolément le souvenir de leur origine, puis, s'associant et se recoupant, faisaient renaître la mémoire en général. Une douleur étouffée dans sa tête lui fit se rappeler la barrière et de longues brûlures sur ses mains. Ses cuisses et l'une de ses joues lui remémorèrent le roncier, puis elle entr'ouvrit une paupière. La lumière était faible autour d'elle, d'un jaune un peu rance, à moins que cette impression provînt de l'odeur. Tournant les yeux, Victoire distingua deux hommes assis non loin d'elle, dans deux fauteuils disparates, et qui la regardaient de part et d'autre d'une lampe à pétrole. À même son torse nu, l'un des deux était vêtu d'un anorak beige matelassé dont une manche était déchirée, l'autre d'un tricot marine de camionneur. Tous deux portaient de larges bleu jeans maculés de terre et de graisse et de grosses chaussures de marche montante. L'homme à l'anorak était brun, de morphologie sèche, avec un regard vif sans bonté. L'autre était plus massif et moelleux, presque chauve, et ses grosses lèvres ne souriaient guère non plus, et son visage rappelait celui de l'acteur de cinéma Zéro Mostel. Et Victoire fut surprise et brièvement fière de ce que, dans son état, cette ressemblance lui apparut sur le champ. Ces deux hommes se taisaient. Victoire voulut parler, mais d'abord pour dire quoi? Puis une nausée l'envahit dès qu'elle essaya d'agiter ses lèvres, si sèches au demeurant, qu'elles paraissaient des croûtes grumeleuses et racornies, corps étrangers à sa personne. « Taisez-vous donc, fille, à voix basse, l'homme sec, ne parlez pas encore, restez tranquille. Vous êtes bien à l'abri ici. » L'autre s'était éloigné pour saisir une bouilloire sur une bonne bande de butane coincée entre deux cantines. J'arrête là. Juste une chose, j'ai pris cet extrait, j'aurais pu en prendre un autre, mais il y a vraiment une chose qui me plaît dans le style de cet écrivain, on vous donnera son nom bien sûr, c'est lorsqu'il parle de la lumière faible autour d'elle, d'un jaune un peu rance, à moins que cette impression provînt de l'odeur. Je trouve ça sublime. Mesdames, Messieurs, Anki Bilal. Oh les beaux jours, c'est J'ai un peu bafouillé, excusez-moi, mais il y a un mot qui était très difficile à prononcer. Ce qu'on appelle une lecture humaine. Humaine et improvisée, ouais. Merci Anki Bilal. Oh les beaux jours célèbre tous les livres, c'est-à-dire aussi bien la littérature, les essais, les livres de genre et la bande dessinée. Et on vous avait demandé de choisir un extrait d'un livre que vous aimez. Vous avez donc choisi cet extrait. On va voir si le public a reconnu le style. Ici, certains d'entre vous, en plus d'avoir reconnu l'auteur ou l'autrice, ils ont reconnu le titre du livre. Alors, je vais vous donner un indice. Cet auteur était avec nous ici même l'année dernière dans la deuxième édition du festival Oh les beaux jours, et déjà il dialoguait avec un auteur de bande dessinée. Non. Je l'ai entendu. Ah, il y a quelqu'un? Non, pas Jean Landon. Oui. Exactement, Jean Echenoz, Un an. Ouais. Le titre, c'est Un an. J'aurais pu choisir n'importe quel livre de Jean Echenoz, tellement sa prose est, comment dire, délicieuse, jubilatoire. Et il y a toujours des perles. Alors, je me suis arrêté sur celle-là parce que simplement la vision et l'odeur qui fabriquent un mot, je trouve ça magnifique. Et c'est un auteur qui fait vivre la langue française de manière tout à fait unique et singulière. Est-ce que cela vous inspire en tant qu'auteur de bande dessinée? Puisque l'année dernière, Jean Echenoz était avec Guy Delisle, lequel Guy Delisle a décidé de partir de ses mots pour essayer de dessiner les décors, le Paris de Jean Echenoz, les villes visitées d'une manière littéraire par Jean Echenoz. Et je me suis posé la question, comment à partir de mots on pouvait imaginer des images, des illustrations? Généralement c'est le contraire, on part d'une image, d'une sensation pour arriver à des mots. Ben c'est une alchimie toujours très particulière, parce que l'illustration, ça consiste aussi à mettre des images sur des mots. Mais là, c'est au-delà de ça, en fait. Je crois que souvent,
les artistes qui pratiquent l'art du graphisme, de la peinture, enfin en tout cas du visuel, en tout cas c'est mon cas, ressentent parfois dans la musique des mots, dans l'agencement des mots et dans ce qu'ils produisent comme sens, comme un stimulant. Et moi, j'ai vraiment eu le sentiment, très souvent, lorsque je commençais à travailler, à dessiner vraiment professionnellement, que la lecture, souvent, me procurait davantage de stimulants pour dessiner que les images des autres, que les tableaux, qu'une visite dans un musée. Ça peut paraître curieux, mais de se dire qu'en lisant, je cite souvent l'exemple de Lovecraft, qui est un auteur qui m'a marqué très jeune, et qui continue à avoir une place très particulière parce que le sens qu'il donnait à ses descriptions avait cette force de pousser l'imaginaire à l'extrême. Et moi j'avais l'impression que, ayant lu comme ça même des extraits tout à fait épars, j'avais l'impression parfois que je ressortais chargé d'une énergie visuelle qui se traduisait d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Et ça surprend toujours les gens quand je dis que très souvent, et plus souvent d'ailleurs, le texte inspire le dessinateur davantage qu'une visite dans un grand musée, y compris le Louvre. Pourquoi ? Parce que ça laisse plus d'espace à l'imaginaire, justement, les mots ? Je pense que oui, il y a ça, il y a cette idée qu'on se fabrique une réalité visuelle, même fantasmé, mais à partir de ces mots, alors que l'art qu'impose un tableau, l'artiste qui est derrière ce tableau, a quelque chose, s'il permet le voyage, mais a quand même quelque chose de définitif. C'est étrange d'avoir choisi cet extrait d'Un an de Jean Echenoz, c'est-à-dire quand le personnage rencontre un autre personnage qui ressemble à un comédien, donc on est entre le réel et la fiction, c'est une mise en abîme. C'est quoi le réel, c'est quoi la fiction ? Mais c'est une des caractéristiques, une des marques, je dirais dire, de fabrique. C'est pas juste de parler comme ça de Jean Echenoz. C'est un vrai magicien des mots. Il joue, il prend du plaisir. Hein. C'est une évidence hein, quand on lit ses textes. Alors, Enki Bilal, dessinateur, peintre, auteur de bande dessinée, concepteur de décors, réalisateur de films, on ne barre aucune mention, on pourrait même en rajouter d'autres, comme scénariste ou conteur, mais quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, vous répondez quoi ? Artiste ? Oui, écoutez, je sais, oui, c'est toujours un peu pompeux, c'est un mot qui paraît toujours pompeux, artiste, mais oui, c'est ce qui résume le plus facilement, je pense. Sinon, c'est une énumération un peu particulière. Mais auteur de bande dessinée, réalisateur, cinéaste, je sais pas. C'est compliqué. Peintre, mais tout ça, bon, non, finalement, j'ai pas de carte de visite. C'est pour ça que j'en ai pas, d'ailleurs, sûrement. Hein. Alors, pourquoi pensez-vous que vous dessinez quand vous dessinez, que vous écrivez quand vous écrivez, que vous peignez quand vous peignez Pourquoi ? Si je disais que c'est une nécessité, je pense que c'est d'abord une chance énorme, une chance d'abord de pouvoir faire ce que l'on aime faire et que l'on a besoin de faire. Il y a une forme de nécessité. C'est de se lancer des défis, hein. Je veux dire, c'est des projets, et les mener au bout, ces projets, c'est une satisfaction, c'est une nécessité. C'est porter quelque chose et le dérouler, le développer. C'est marqué aussi son appartenance à un monde et pas n'importe quel monde, c'est le monde des humains. Et aujourd'hui, plus que jamais, mais on a dit ça très souvent dans l'histoire, hein, mais le regard des artistes est important et nécessaire. Je pense on est en plus dans une période extrêmement alors fascinante, incroyablement révolutionnaire. On est dans une véritable révolution qui vient de la technique, qui vient de ce monde numérique. On n'imagine pas à quel point ce monde-là est en train de nous transformer. Donc, serons-nous assez solides, assez lucides pour ne pas nous laisser trop transformer, pour garder quand même la maîtrise de nos émotions, de nos sentiments, de notre mémoire. Tout ça sont Ça, c'est très important dans votre œuvre. Mais c'est tout simplement important pour l'humanité. Mm-hmm. Mais avant de parler justement des thèmes que vous développez dans votre œuvre, Enki Bilal, est-ce que vous êtes obsédé par laisser des traces
de votre passage sur Terre, du côté témoin de l'époque qui vous a vu naître et vivre? Vraiment pas. C'est pas du tout... non, vraiment pas. Non, Et pourtant, de fait, c'est ça, parce que vous allez laisser des livres, des témoignages, des œuvres d'art. Oui, je laisse, mais oui, bien sûr, je suis heureux de les finaliser, de les produire, de les montrer, de partager en tant qu'auteur, de partager mes livres. Bon, tout ça, le plaisir, il est là, et il est dans le fait de continuer à réaliser, à profiter de cette liberté. Mais dans le présent. Mais je suis dans le présent et la prospective du futur. Le passé, c'est derrière. Donc, je ne suis pas du tout dans l'idée des traces, franchement. La postérité, c'est pas quelque chose qui non, vraiment pas. Vraiment pas. En toute sincérité, je pense que c'est quelque chose d'encombrant. Si on devait porter ça, en plus, on ne serait pas disponible pour. Ça induirait une forme de calcul, il me semble. Donc, je suis vraiment pas là-dessus. Il y a deux thèmes qui reviennent dans votre univers, dans votre œuvre. La science-fiction, même si tout récemment vous avez déclaré à l'AFP que la science-fiction n'existe plus, ou alors on est en plein dedans, et la mémoire. Alors, est-ce qu'il faut remonter jusqu'à votre enfance en Yougoslavie, pays qui n'existe plus, pour tenter d'expliquer pourquoi ces deux thèmes sont si souvent traités dans vos livres et films, Enki Bilal? Alors science-fiction, je l'ai dit effectivement il n'y a pas très longtemps, donc ça a été relayé comme une espèce de vérité définitive. Je le dis quand même depuis près de 20 ans. Parce que je n'aimais pas l'idée que, par exemple, lorsque je fais un livre qui s'appelle Le sommet du monstre, qui parle de l'éclatement de la Yougoslavie, qui parle de mes peurs, de l'obscurantisme religieux qui commence à monter, je n'aime pas qu'on me dise bon, vous avez fait de la science-fiction. Alors je disais déjà à ce moment-là, non, je suis désolé, ça n'est pas de la science-fiction. L'obscurantisme existe, il est en train de naître à tel endroit, les talibans en Afghanistan, il y a ceci, il y a cela. Non, le monde de science-fiction, c'est une façon de vouloir écarter ou de vouloir ne pas voir. Ceux qui disent science-fiction, c'est du genre ça ne peut pas exister. C'est de l'imaginaire. Aujourd'hui, on peut pas le nier. Je sais pas, un iPhone, ce que peut faire un iPhone, c'est de la science-fiction. On le sait. Il y a 20, 30 ans, on aurait lu le potentiel d'un iPhone ou le potentiel je sais pas, de la nanotechnologie, par exemple. Dans un corps humain, on aurait dit, mais c'est impossible, c'est de la science-fiction. Vous délirez, monsieur, c'est de la folie. Non, c'est la réalité. Et aujourd'hui, il faut affirmer ça, c'est-à-dire qu'on vit dans la réalité fiction. C'est une réalité. Diriez-vous que c'est plutôt des romans d'anticipation que vous faites? Alors, anticipation, oui, ou prospective. Ça, j'aime bien le terme prospective. Voilà, ça a du sens, je pense. Et puis alors, la science-fiction à l'ancienne, on va dire, on peut exister encore, le space opéra, oui. On n'y est pas encore, mais même si Elon Musk commence à se dire Mars, on va y aller, et je serai le premier à poser l'être humain sur Mars. Ça fait partie, ça, de la grande aventure de l'humain. Est-ce qu'on est marqué par un événement historique, Enki Bilal, hein? Je revenais à votre Yougoslavie natale qui n'existe plus. Je sais que vous continuez à parler de Yougoslavie, mais quand l'histoire vient bousculer ainsi la géographie, comment tout ce qui est perdu, tous ces repères perdus à jamais peuvent influer sur votre travail? Ils sont perdus à jamais pour ceux qui ne sont pas concernés ou qui voient passer ça comme on passerait un train, j'en sais rien. Quand on est marqué par... C'est l'histoire des origines de chacun, donc on est... pour ça, moi j'ai toujours cru... je suis arrivé par exemple en France, mon père a tout fait pour qu'on s'intègre et même pour qu'on s'assimile. Le terme d'assimilation qui aujourd'hui est très mal vu. Avec l'arrière-pensée d'oublier d'où on vient, d'oublier ce qu'on a quitté ou pas? Non, justement, on peut s'assimiler. Moi, j'ai commencé à assimiler. On est rentré dans le... Alors, c'était pas compliqué. Hein. C'est vrai que venant des Balkans jusqu'en France, on n'est pas... C'est pas un énorme canyon à franchir, même s'il y a d'énormes différences culturelles. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on peut rentrer, s'intégrer, s'assimiler, épouser l'autre culture, la nouvelle culture, tout en gardant la sienne propre. Et je pense même qu'elle est encore mieux gardée, précisément peut-être parce que on lui impose une nouvelle culture, et quelque part elle se carapace comme ça et dit moi je vais rester
Et on ne mourra pas comme ça. Et je pense que cette culture-là, je continue à la faire ressortir de temps en temps, la mienne d'origine, elle ne mourra jamais. Elle a été fondamentale dans votre œuvre? Bien sûr, comme toute la culture de tout un chacun, ses premiers émois, ses premiers moments de vie, ses premières lectures, ses premières images, ses premières odeurs, tout ça, ça participe de la fabrication d'un individu. Et ça reste après, bien sûr. Visionnaire, c'est le mot qui revient souvent quand on parle de vos albums de bande dessinée. Et il est vrai que les attentats des Fous de Dieu, vous les avez imaginés avant qu'ils n'adviennent en France, avant qu'ils n'adviennent aux États-Unis, notamment dans la tétralogie du monstre, puisque c'était entre 1995 et 2007. Donc, alors, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que c'est pas un peu gênant de dire c'est celui qui a imaginé les attentats, celui qui a imaginé ces guerres de religion Écoutez, ça m'a. Lorsque c'est arrivé, donc moi, le Sommet du Monstre est sorti en 97, et lorsqu'en 2001 sont arrivées ces images que personne n'oubliera, hein, ni ici ni partout ailleurs dans le monde, ces images absolument irréelles qu'on aurait pu croire sorties d'un film, d'un blockbuster hollywoodien. On se dit, moi, je me demande si je n'ai pas cru à un moment donné, c'est quoi l'extrait d'un futur blockbuster. D'un de vos albums de bande dessinée, hein, que ce soit les Tours Jumelles ou la Tour Eiffel, c'était bien. Eh bien non, ce que je veux dire, c'est que moi j'ai été pris, comme nous tous, par ces images, le temps de réaliser que c'était la vérité, le réel, le temps de comprendre que ces petites choses qui se jetaient, c'était des humains. Enfin, c'est un traumatisme absolument à l'échelle mondiale. Et c'est un ami, 2-3 jours après, qui m'a dit « Mais tu te rends compte, ça ne te gêne pas d'avoir prévu ça ?» Et je n'avais pas du tout réalisé que ça avait été effectivement dans le Sommet du Monstre, où effectivement des fous de Dieu obscurantistes. À ce moment-là, je n'étais pas sur une religion, je n'ai pas voulu entrer dans ce jeu-là. Donc ce sont les trois monothéistes qui ont produit des extrémistes fous. Voilà, c'est une association de malfaiteurs, d'obscurantistes, et qui ont décidé de frapper les symboles de l'Occident qu'ils voulaient abattre. Et les symboles de l'Occident, c'est effectivement New York, c'est une évidence. On se dit quoi, les deux tours, ce sont les deux plus grandes tours. Elles sont pas très belles non plus, c'est vrai, elles n'étaient pas très très belles. Elles dépassent la vue de Manhattan. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la Tour Eiffel aussi, magnifique symbole. C'est tentant pour un terroriste. Donc tout ça, c'était en 95, 16, 17, dans ce récit. Et bien lorsque ça arrive, je ne fais pas le lien. Mais voilà, le lien était là. Et dans votre nouvelle série, Enki Bilal, Bug, dont le tome 2 vient de sortir, c'est aussi un récit d'anticipation tout aussi terrifiant, ou même plus terrifiant, car il recoupe des données, comme on dit de nos jours, des données de l'actualité. La grande guerre numérique, est-ce que c'est pour demain? Ou plutôt le chaos, la planète plongée dans le chaos après la disparition de toutes les données numériques. C'est avec cela que vous développez une histoire très très prenante, parce que nous sommes tous connectés. Nos corps, nos cerveaux seront bientôt augmentés, comme on dit à la Silicon Valley chez les transhumanistes. Mais qu'adviendra-t-il de nous le jour où aucune connexion ne fonctionnera? Alors, c'est le jour du grand bug. Voilà, on n'a même pas besoin de beaucoup d'imagination pour ressentir ce que ressentent les personnages de votre histoire. C'est parti d'une manière aussi d'avoir peur du présent, ou avec les peurs du présent, avec la mémoire des guerres du passé, se projeter dans un avenir tout proche et plus que jamais incertain. Non, il n'y a aucune peur derrière ça. C'est vraiment c'est un questionnement simple, comme chacun d'entre nous, c'est de se dire, de ne pas retrouver son portable, ou tout d'un coup être avec un portable qui ne fonctionne plus. Ce qui m'est arrivé, je me suis baigné un jour avec mon portable dans une piscine, je ne m'en étais pas rendu compte, voilà. Puis je sens quelque chose qui bat contre ma cuisse, c'était mon portable. Et là, je sors de l'eau, et il commence à chauffer, et je me dis, il va exploser, je le mets à l'écart. Lorsque je le retrouve, il est mort. Je ne l'ai pas enterré, mais c'est presque
comme si j'avais dû le faire. Je venais de perdre, pas un ami, mais je venais de perdre quelque chose d'essentiel. Tout d'un coup, je me dis, je devais appeler un tel, je devais signer ça, bon, bref, c'est absurde. Toujours est-il que très vite, l'idée d'un bug général s'impose. On me dit, et si ça arrivait? Et puis je pense aussitôt à bug. En anglais, ça veut dire bestiole, animal, insecte. Ah, mais les deux marchent bien. Et puis, Mars. Alors pourquoi Mars? Parce que je venais de lire un papier sur Elon Musk, que j'ai cité tout à l'heure, qui envisage d'envoyer une mission sur Mars, humaine, dans les 15 ans qui viennent. Et je me dis, voilà, un alien arrive dans le corps d'un humain et voilà, est confronté à la Terre. Le bug. Et en même temps, c'est double sens de bug. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de scénario simple qui se met en place, avec pour le moment, la cerise sur le gâteau, c'est de se dire que le type qui a ce bug en lui hérite de tout ce qui a disparu du monde virtuel, numérique des humains. Voilà. Ça prend quelques secondes, hein. C'est une espèce d'alchimie rapide. Ensuite, il y a le filtre du temps. Le lendemain, je repense à l'idée, elle me paraît bien. Elle tient le coup. Et elle-même, elle commence à se nourrir. Tout d'un coup, j'imagine. Et voilà, à ce moment-là, je pars dans cette histoire, dans ce récit, en me disant, en ne réalisant pas qu'il était encore une fois question de mémoire. C'est peut-être la première fois que, à mon insu, le thème vient me rejoindre. Bon. La mémoire et la filiation. Ouais. Voilà, donc c'est parti comme ça. Et sincèrement, lorsque je décide de traiter ce sujet, je me dis, mais il y a forcément quelqu'un, il y a forcément une série américaine qui a dû traiter le problème, il y a forcément une série, il y a forcément un roman. Non. Enfin, je n'ai rien vu venir. Et je suis parti là-dessus comme une aventure que je déroule au fur et à mesure. Je connais la fin, mais... Est-ce qu'elle est aussi crépusculaire que le début? Comment? Est-ce qu'elle est aussi triste, crépusculaire que le début, la fin d'histoire? Le début, est-ce qu'il est crépusculaire? Je sais pas. Peut-être que je suis habitué. Hein. Moi je pense même, Enki Bilal, que vous êtes l'auteur qui a acté que la science-fiction, c'était pas se projeter sur un avenir meilleur, un futur qui nous enchante, mais que c'est plutôt un futur qui nous fait peur. Mais je vois le sens de la question, en fait. Est-ce que ça se finit bien? Oui. Faut me poser les choses simplement. Non. Bien sûr que ça va pas se finir mal. Non, ça va pas, on va parler de génération. Non, ça va. Non. D'ailleurs, une chose importante, c'est ce qui je ne dévoile pas du tout la fin. Une histoire comme ça, c'est vous qui avez parlé de chaos tout à l'heure. Et si vraiment un bug d'une telle ampleur, donc à savoir qui assèche absolument toute la structure numérique du monde arrivait, ce serait le chaos, mais absolu. C'est-à-dire que c'est même pas envisageable de le dessiner, ça n'a aucun intérêt, c'est une horreur absolue. Là, l'humain se lâche dans toute sa splendeur, dans toute son horreur splendide, et c'est terrifiant. Donc, j'écarte cette vision-là pour un regard qui relève davantage de la fable, et puis, surtout, je trouve très vite la fin. Et c'est le fait de trouver cette fin qui valide en gros le projet. C'est une fin qui n'a rien de rationnel, mais alors rien du tout de rationnel, et ça c'est très important. Parce que si j'avais trouvé une fin, ou si j'avais voulu imposer une fin rationnelle du genre un geek fou qui décide de pirater le monde entier, ou une mafia idéologiquement tournée vers je ne sais quoi, une régression contre la technologie, enfin, tout ce qui aurait pu être réaliste ou plausible m'aurait fait sortir du projet. Parce que là, je suis libre, totalement libre, et je sais qu'à la fin, personne ne me dira « ton truc, ça ne peut pas exister, votre truc, ça ne tient pas ». Et là, ça va tenir à cause de ça, grâce à ça, et ça va me donner une très grande liberté. Et ça me donne aussi la liberté d'écrire, de créer en temps réel, pratiquement. Je sais où je vais, je sais où est la fin, mais je ne sais pas par quel chemin je vais passer, mais je sais que j'y arriverai. Et qu'est-ce qui vous inspire ? Plutôt ce que vous lisez, ce que vous entendez comme nouvelles, pour développer les histoires avant d'arriver à cette fin ? Tout, mais parce que je vis normalement, je lis,
Je lis, je regarde des films, Vous vous documentez, Je- par exemple? je me documente lorsque je trouve un axe qui va me servir, ou un axe et qui nécessite un certain type de documentation. Mes documentations sont toujours comment dire, sont très légères, très aériennes. Hein. Je ne rentre pas au fond des choses volontairement pour garder cette notion de fable. Bon, pour revenir à la question que j'ai très mal posée à Enki Bilal, quand je disais que j'appartiens à une génération où lorsqu'on lisait la science-fiction, c'était plutôt l'aventure, c'était plutôt le monde de demain sera vraiment passionnant, on aura moins de choses à faire et plus de temps pour visiter des espaces qui nous sont inconnus aujourd'hui. Quand vous venez avec une version un peu plus sombre, ça reflète quoi? Ça reflète des peurs du moment? Non, oui, il y a cette idée-là de se poser des questions, donc d'interroger une période temporelle qui se profile. Hein, donc c'est un peu ça l'idée, hein, c'est de se dire voilà vers quoi on peut aller. Et je pense que c'est le. Je pense que c'est le fait de vivre quand même dans un monde où l'information circule de plus en plus, mais déjà au XXe siècle, on était extrêmement bien informés, et on voyait quand même l'état du monde. Hein. Le XXe siècle, moi je trouvais qu'il a été absolument fantastique, mais parfaitement horrible en même temps. Donc les idéologies, au nom des idéologies, que fait-on, qu'a-t-on fait, etc. Quand un monde est aussi violent, aussi extrême, rêver d'utopie, c'est bien, oui, mais n'est-ce pas un peu naïf, n'est-ce pas un peu enfantin? Est-ce qu'il ne faut pas que peut-être les artistes se posent la question de savoir comment, au contraire, en attirant sur certains événements, en pointant du doigt certaines idéologies, est-ce que c'est pas un moyen d'essayer d'influer un peu le cours des choses? C'est sans doute un vœu pieux, mais c'est un peu comme ça que j'imagine la création. Ce qui n'empêche pas, et là c'est là qu'il y a une différence aussi, d'y apporter toujours une dose de ce qui est une des plus belles représentations de l'humain, c'est la dérision, l'humour, le second degré. Traiter au premier degré de sujets graves, tels que ceux que je viens d'énumérer, c'est contre-productif, totalement, et c'est désespéré. À la limite, on ne peut pas continuer à développer des thèmes pareils si on n'a pas un regard, une dérision, un recul et, je permets de dire, peut-être aussi un peu de cynisme. Un peu de cynisme, ouais. Par exemple, pour les robots sont nos amis ou ils peuvent être aussi nos ennemis? Ils vont nous séduire, on va les aimer, parce qu'on va les aimer, on va s'attacher, aux robots on s'attache très vite, hein, ces petites choses, à mon avis. Et tout est dans la suite, je suppose. Mais voilà, mais moi j'ai envie de connaître la suite. Mais la suite, alors là, la science-fiction l'a abordée depuis très longtemps, évidemment. La grande question, c'est le robot, à force de jouer avec, de manière inconsciente avec nos inventions, est-ce qu'on ne va pas créer un robot qui lui-même finira par nous dépasser? Bon, ça c'est la grande question. C'est l'homme. Créateur de Frankenstein, oui. On y revient. Je vais vous présenter un roboticien, Enki Bilal, il s'appelle Julien Serre. C'est un bioroboticien, pour être précis, à l'Institut des sciences du mouvement, maître de conférence. Et le voilà. Merci d'être venu, cher ami. C'était fort d'honneur. Bon, alors, vous avez créé, cher Julien Serre, un robot sans GPS, mais inspiré de la fourmi du désert, car il utilise la lumière. Donc on va parler du biomimétisme. Dites-nous à quoi ressemble ce robot. Est-ce que ce robot est un allié aujourd'hui? Est-ce qu'il sera toujours notre allié? Julien Serre. Alors, bien entendu, je partage les peurs de Enki vis-à-vis de la perte d'information, et donc c'est dans ce cadre que je travaille sur la perte d'information du signal GPS, et pour tenter de trouver des solutions,
j'étudie les insectes navigateurs, et plus particulièrement, j'essaye de comprendre leur instrument de navigation, hein, instrument qui leur permet de retrouver leur colonie pour la fourmi du désert. Mais pourquoi les insectes et pas les humains? Alors pourquoi les insectes et pas les humains? Eh bien, tout d'abord, je dirais que une fourmi, c'est un petit animal qui fait 10 mm, qui fait des trajets de plus de 1 km, et environ 13 km pour les abeilles. Donc ça veut dire qu'ils font des trajets qui sont 100 000 fois plus importants que leur propre dimension. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant de les étudier, parce que par rapport à leur taille, ils font des trajets. Finalement, c'est comme si tous les matins, j'allais de Marseille à Paris et je rentrais à pied. Ça donne à peu près l'échelle de travail de ces animaux par rapport à leur taille. Et donc, ma crainte, c'est que justement, le tout GPS et les besoins de localisation des sociétés, parce que les besoins de mobilité sont très importants aujourd'hui, et tout le monde utilise son smartphone, où on cherche à mieux localiser les robots. Et le problème, c'est que les infrastructures, finalement, perturbent tous ces signaux. Le signal GPS ne fonctionne pas très bien en ville, parce qu'il y a des occlusions vis-à-vis des immeubles, des lignes électriques. Et donc, finalement, ça ne marche pas très bien, alors que ça fonctionne très bien chez les insectes. Et les insectes ont la particularité d'avoir des instruments de navigation hors du commun, et qui utilisent des informations différentes de celles de l'homme, parce que l'homme finalement est assez pauvre en termes de perception. Il ne peut voir que le visible, alors que les insectes, les poissons, certains oiseaux ont la particularité de voir dans l'ultraviolet. Donc je sais que les humains ont peur des ultraviolets, alors qu'en fait... Mais Julien Serre, est-ce que vous sous-entendez par là qu'il ne faut pas avoir peur de l'homme augmenté, qu'on a tout intérêt à prendre tout ce qui est bien chez les animaux, à les intégrer, à intégrer la machine pour qu'on réfléchisse plus vite, pour qu'on aille plus loin, pour qu'on ne meure pas, s'il fallait rentrer dans le délire des transhumanistes? Je suis tenté de dire que l'homme est déjà finalement augmenté. Comment ça? Eh bien, ce qu'on peut voir au niveau des prothèses qui sont utilisées pour le sport, le handisport, et donc les personnes qui sont dotées de prothèses courent plus vite que l'homme valide. Donc finalement, on est déjà dans ce processus-là. C'est juste que les connexions électriques avec le cerveau existent. Si on pense aux prothèses auditives, aujourd'hui on est complètement capable de réparer l'audition de l'homme de manière artificielle, et peut-être que demain on pourra réparer des fonctions cognitives chez l'homme, et inéluctablement on en viendra à ces questions-là qui... Alors quand vous lisez les bandes dessinées d'Enki Bilal, comment vous réagissez? Par exemple, quand vous lisez Bug, vous voyez ce personnage qui est complètement perdu et qui dit « Mon atténuateur d'agressivité ne fonctionne plus, mon équitateur de vision ne fonctionne plus, mon performateur sexuel est en panne et je ne peux même pas rentrer chez moi car ma clé numérique, bien sûr, dans l'index de sa main ne fonctionne plus. » Bon, c'est terrifiant, c'est une vision qui est très, très pessimiste. Mais moi j'ai plutôt une vision assez optimiste, et c'est vrai que depuis que je fais ce métier à Aix-Marseille Université, eh bien c'est vrai que comme je connais la réalité, je suis moins impressionné par ces peurs, mais je pense que montrer ce futur pessimiste, je pense que c'est très important, parce que ça permet de toucher les masses, une masse très importante, et ça permet de mettre en garde, comme l'ont mis en garde déjà les auteurs, hein, parce que le mot robot en fait a été inventé par le théâtre. C'est une pièce de théâtre tchèque qui s'appelait les robots universels de Rossum, et donc c'est la première fois que le mot robot a été employé, et c'était un personnage qui incarnait un robot sur scène, et donc finalement c'est pour ça que cette mise en garde, et je pense que c'est le rôle de la bande dessinée, de l'art, de mettre en garde contre les mauvais usages de la science et de la technologie. Sauf que moi, dans mon cas, et ce que vous venez de lire, pour moi ça fait partie de la dérision du second degré et de l'humour.
Même si... ça pose une même question. si- ah ben, c'est une façon de dire, oui, c'est une façon de dire, c'est très grave ce qu'on prépare, mais regardez, moi j'en rigole un tout petit peu. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu ça. C'est très grave et en même temps c'est excitant. Je parlais de cynisme tout à l'heure. Avec c'est ça. un écoutateur de vision, moi je voudrais bien en avoir, ou même un performateur sexuel, peut-être qu'à un moment on voudrait bien en avoir. Et en même temps, vous présentez ça en disant, et si jamais il y a le grand bug, qu'est-ce qu'on fait? On aura perdu notre capacité à avoir une vraie mémoire, à avoir des sentiments. Qu'en pense le scientifique? Oh, je serais tenté de dire que finalement, nous ferons comme la nature, c'est-à-dire elle sélectionnera les processus qui résisteront à l'épreuve du temps. Ah mais c'est terrible ce que vous dites là. Non mais attendez. Bon. Et finalement, c'est ce qui s'est passé depuis des millions d'années sur Terre. Hein, et c'est de la même manière que les logiciels les moins performants sont remplacés par des logiciels plus performants et que finalement les gens aussi changent les objets de leur quotidien parce qu'ils soit ils tombent en panne, soit ils ne sont pas assez performants. Malheureusement. Ouais. Et vis-à-vis des transhumanistes, par exemple, c'est quoi votre avis, Julien Serre? Vous dites il faut tout tester et qu'on finira par faire mourir la mort, ou bien vous dites que là on est dans un délire complet? Moi je pense que poser les questions dès maintenant, légiférer dès maintenant avant que ça arrive, c'est finalement inédit dans l'humanité. C'est des nouveaux processus qui se mettent en place, que ce soit pour le véhicule autonome, le robot d'assistance ou la transhumanité. Finalement, on en parle plus avant, on légifère plus avant sa mise en œuvre. Donc finalement, on respecte l'ordre que je dirais logique, mais je pense qu'énormément de choses seront testées en laboratoire et on pourra jamais interdire des mauvaises pratiques dans des pays qui ne respecteront pas certains cahiers des charges. On a déjà été pris de vitesse par manque de vision de législateurs précisément sur la culture, par exemple, sur Internet, les téléchargements. Il y a plein de choses qui ont échappé tout d'un coup à leurs créateurs, qui sont devenus dans une zone sauvage où on va se servir. Et l'idée de la création a souffert énormément de ça. Donc il faut être très très vigilant. Vis-à-vis de la Silicon Valley, vous êtes dans la dérision et la critique en même temps, Enki Bilal, si j'ai bien compris les 2 premiers tomes de Bug. Absolument, oui, c'est vrai que... Et pour l'instant, je pense qu'ils sont en état de sidération encore, nos amis de la Silicon Valley, dans ces 2 tomes. Et je pense que dans le 3e, ils vont apparaître. Là, pour l'instant, on n'a que Kurzweil, qui est le grand Manitou du transhumanisme, de l'homme augmenté, qui rêve carrément pour sa propre personne d'immortalité. Hein, donc c'est quelqu'un de très actif, très riche, qui croit. Alors une espèce de manque de lucidité ou de folie comme ça, qui le rend très étrange. Et ce sont des personnages qui ont-ils, là tel que le récit se présente, tel que le Bug est montré, ils sont totalement désemparés, ils peuvent rien faire. Voilà. Donc reste simplement ce personnage central qui est, en fin de compte, le seul élément rassurant. Parce qu'il garde sa part d'humanité. Oui, mais aussi parce qu'il a tout ce qui manque aux autres. Bah ouais. Est-ce que vous voulez poser une question à Enki Bilal, Julien Serre? Est-ce que vous pensez que tous les êtres dans vos œuvres seront connectés, et également l'animal domestique? Moi, j'aimerais bien que s'établissent des liens avec le monde animal. Voilà. Je pense qu'il est temps que l'humain et l'animal se retrouvent. Ils se sont séparés simplement parce que l'homme a décidé qu'il était très supérieur et qu'il faisait ce qu'il voulait du monde animal. Là, vous venez de nous expliquer clairement que les fourmis, les langoustines voyaient beaucoup mieux, beaucoup plus loin, que les fourmis avaient une capacité de résistance. Et puis, que ne sait-on encore de l'intelligence de certains animaux, dont les fourmis, organisées socialement de manière incroyable, dont le poulpe, dont le corbeau, le rat, le cochon.
Moi, j'aimerais bien. J'ai fait une série là-dessus, dans Animals. J'ai traité de ce problème de manière indirecte, de manière libre, mais je pense d'abord que le respect il semblerait qu'on soit en train de retrouver le respect de la planète. La prise de conscience est là. Ça passe aussi par le respect, de retrouver un lien, de renouer avec le monde animal, réellement, mais réellement. Et moi, je serais ravi de ça. Échanger avec des animaux, parler avec une fourmi, mais sérieusement, ça m'intéresserait énormément. J'ai découvert, donc mais c'est du fait de mon métier, que le statut juridique des insectes, par exemple, était au même niveau que le mobilier de jardin. Donc c'est pour ça que j'en parle. Hein. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait d'éthique particulière pour le traitement des insectes. Et c'est vrai que Mais il ne faut pas stigmatiser le mobilier de jardin, il va y avoir des défenseurs qui vont apparaître très vite. J'en suis certain, ouais. Moi aussi. Et donc c'est pour ça que, par exemple, j'ai du mal à cerner que comment on pourrait bien défendre les insectes pollinisateurs si on les met au même niveau que le mobilier de jardin. Donc ça, c'est des choses assez surprenantes, en fait, et je pense que on y gagnerait justement à mieux considérer ces petits animaux. Et donc c'est pour ça que, en les étudiant, en travaillant, en montrant leur capacité extraordinaire, ben, finalement on essaye de rehausser, hein, voilà, parce que moi-même étant enfant, j'ai quand même tué un certain nombre de fourmis, je regrette. Hein. Je suis assez pacifique maintenant avec les insectes. J'ai peut-être un seul ennemi, le moustique. Voilà. Et le tigre notamment. Ouais. Mais c'est intéressant parce que les insectes, on est en train de vouloir nous les faire bouffer. C'est la grande mode, parce que c'est plein de protéines, donc on se dit on va pouvoir nourrir des millions d'êtres humains. Alors d'abord, mieux vaut nourrir correctement et bien distribuer, ce qu'on ne fait pas. Il y a des gens qui crèvent de faim, ce qui est une honte absolue, mais c'est pas la peine d'enfoncer des portes ouvertes. Donc là, même les insectes, qui étaient tranquilles il y a encore quelques années, qui étaient mangés par certaines peuplades, je ne sais pas, en Amazonie ou en Asie, etc., maintenant ça devient une entreprise, une industrie réelle. Donc on fabrique des insectes, on les fait se reproduire pour les bouffer. Bon appétit. Voilà, vas-y donc. Merci beaucoup Julien Serre d'être passé. Je rappelle que vous êtes un bioroboticien de l'Institut des sciences du mouvement de Marseille. Vous connaissiez cet institut, Enki Bilal ? Non, mais le robot dont il est question, j'en avais entendu parler, j'ai hâte de le voir en action. Il sera en tournée justement, comme un artiste. On va le voir bientôt, c'est ça ? Oui, alors pour l'exposition des 500 ans de Léonard de Vinci, il sera exposé à Romorantin, c'est dans le 41, c'est loin de chez moi, je sais pas. Et, pendant 2 mois, en juillet-août, je vais également participer aux journées du patrimoine au musée de Nîmes. Donc je ferai une démonstration du robot. Et qu'est-ce qu'il fera le robot ? Comment ? Qu'est-ce qu'il va faire le robot ? Je vais juste le mettre en service et expliquer un petit peu justement ces différents instruments en essayant de manière ludique d'expliquer aux gens. Parce que le plus dur pour moi, c'est d'imaginer ce que voit une fourmi. C'est assez... C'est le but de mon travail, c'est de comprendre ce qu'elle voit, comment se structure son paysage. Et le robot est censé tenter de reproduire en partie cette capacité-là ? On reproduit certains traitements visuels, mais notre robot ne dispose que de 14 pixels. C'est extrêmement faible, donc essayez de vendre un téléphone mobile avec 14 pixels, vous aurez du mal à le vendre. Déjà expliquer leur rôle, leur fonction, et faire des expériences de qu'est-ce que la lumière polarisée, parce que je pense que les gens, les Français ne savent pas très bien ce que c'est la lumière polarisée, si ce n'est que peut-être au cinéma ils utilisent la lumière polarisée pour faire cette illusion de la 3 dimensions, de la vision en 3 dimensions, et finalement c'est pas pour percevoir l'environnement en 3 dimensions que la fourmi l'utilise, elle l'utilise pour faire comme une sorte de boussole céleste, elle utilise véritablement ce qu'elle voit du ciel, hein, pas forcément le soleil, hein, mais donc elle regarde vers le ciel pour savoir dans quelle direction aller. C'est passionnant.
Eh ben la prochaine fois, ce sera un robot qui va vous interviewer sur scène. Je l'espère. Oh bah merci. Oh bah. Et nous, pendant cela, qu'est-ce qu'on fait? On se relève. Merci Julien Serre, merci beaucoup d'être venu. Applaudissons Merci à tous. notre ami. On va revenir un peu sur votre carrière, Enki Bilal. Comment est née votre vocation? Alors, la bio officielle rappelle que vous avez remporté un concours organisé par le magazine Pilote, que vous avez brièvement fait les Beaux-Arts de Paris. Mais la passion du dessin, elle est née comment? Oh, ça, je pense que tous les enfants dessinent, hein, donc ça c'est pas une chose originale en soi. C'est un besoin d'exprimer, d'entrer en soi. C'est une façon de se concentrer peut-être, et puis d'essayer de restituer quelque chose, une vision. C'est très mystérieux, mais en tout cas tous les enfants le font. Et puis il y a ceux qui continuent, qu'on encourage, ceux qui ont peut-être plus de prédisposition, je ne sais pas, ou plus de passion, qui montrent plus de passion, ce qui a dû être mon cas. Vous avez été marqué par des livres d'images, par de la bande dessinée, par... J'ai découvert là, oui, bien sûr, des illustrés pour enfants, effectivement, dans la presse de Belgrade, presse communiste de Belgrade, mais il y avait le supplément week-end pour des enfants avec. Et que racontait justement la bande dessinée de l'époque de Tito? Et mais il y avait des bandes dessinées américaines. Ouais. Il y avait Tintin, pas Tintin, pardon. Non, Tintin, j'ai découvert qu'en France. Grande découverte. Mais non, il y avait Mickey, Donald, Spirou, Picsou. Picsou, oui. Je les mélange. Bon. Non, ils sont pas mélangeables. Ils sont pas miscibles non plus. Mais ils m'ont marqué, bien sûr. Mais c'est pas ça que je dessinais. J'ai beaucoup dessiné ce que dessinait ma mère. Donc j'ai reproduit des chevaux qu'elle avait dessinés, etc. Des choses comme ça. Mais en tout cas, ça reste. Et puis, à un moment donné, Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle faisait, votre mère, Enki Bilal? Comment? Qu'est-ce qu'elle faisait, votre mère? Racontez-nous un peu. Écoutez, elle s'occupait de ses 2 enfants. Son mari était à Paris, elle était à Belgrade. Et on attendait le feu vert pour rejoindre le père de famille à Paris. C'était dur, mais Belgrade nous donnait une vie assez agréable malgré tout. C'était une période assez douce dans mon souvenir, même si ça n'a pas été facile. Est-ce que vous pensez... Par contre, oui, elle a très bien dessiné, elle avait ce sens-là, donc je sais peut-être aussi hériter quelque chose d'elle, je ne sais pas, j'espère. Mais en tout cas, le dessin, c'est quelque chose qui vous prend. Et puis voilà, vous ne lâchez pas. Très souvent aussi, on entend les adultes dire, bon, maintenant que tu sais écrire, allez, laisse tomber le dessin, écris. Il y a ça aussi. Ouais. Bon, on me l'a pas dit, et même si on me l'avait dit, j'aurais pas laissé tomber le dessin. Donc la différence se fait à un moment donné à ce niveau-là, je pense aussi. Qu'est-ce que ça fait quand vous tombez sur vos dessins d'enfants, Enki Bilal? D'abord, ça m'arrive assez rarement. J'en ai pas gardé beaucoup, et puis c'est très étrange. C'est très étrange parce que vous vous reconnaissez et en même temps, c'est pas vous, mais il y a une forme d'attendrissement comme ça, un regard sur. Et je pense à ce moment-là à l'énorme quantité de travail, parce que en fin de compte, il y a ça aussi. Hein. C'est surtout ça qu'il faut dire. Le talent, c'est une chose, ça existe bien sûr, c'est là, mais il y a énormément de travail et ça, on se rend pas compte, parce que c'est déguisé en passion. Donc on ne se rend pas compte, mais moi-même je me rendais pas compte que je passais énormément de temps, sans doute aussi pour me protéger, pour m'extraire de choses difficiles de la vie à Paris. Ça n'a pas été facile non plus, mais j'avais cette chance s'écouler 3-4 heures, je m'en rendais pas compte, mais j'avais passé 3-4 heures à dessiner. Et ça, c'est énormément de travail, oui. Tous les dessinateurs. Et d'ailleurs, la bande dessinée particulièrement, parce que c'est un métier très exigeant. Il faut savoir dessiner, quel que soit le style, que ce soit humoristique ou réaliste. Il faut savoir dessiner les personnages, les expressions, le mouvement, les perspectives. Mais avant d'arriver justement à cette
technique avant d'arriver à maîtriser le dessin. Comment vous voyez vos dessins d'enfants? Je vous dis ça parce que vous avez participé à un très beau livre qui s'appelle Déflagration. Ce sont des dessins d'enfants qui, pendant la guerre, qui ont vécu la guerre. Vous avez participé à ce dessin en répondant aux dessins de ces enfants. Ces dessins, par exemple, là, c'est un dessin d'un enfant qui était vraiment marqué par la guerre et c'est votre réponse juste à côté. Qu'est-ce que vous voyez dans ces dessins? Alors le dessin de gauche, Ouais. c'est un dessin d'un jeune Malien de 10 ans. 10 ans, il s'appelle Fils, comme un fils. Ouais. Et ce qu'a représenté ce jeune garçon, c'est la mort de son père. Donc vous imaginez. Ce dessin, vous imaginez ce que ça veut dire, cette traînée rouge derrière, le visage, la tête ensanglantée, enfin c'est terrifiant. Moi j'ai fait une réponse inversée. Voilà, c'est un hommage que je rends à ce jeune garçon. Ce livre va faire l'objet d'une exposition au Mucem aussi en 2020 ou 2021. C'est en train de se monter, mais en tout cas c'est un travail extraordinaire qu'a fait une jeune femme qui s'appelle Zéran Girardot, et qui a passé énormément de temps à compulser, à compiler des dessins, vous imaginez, depuis 14-18, la guerre de 14-18. Et vous vous rendez compte que finalement, les styles des enfants n'ont pas changé. Le papier a jauni, mais c'est impressionnant, c'est une puissance d'émotion incroyable. Et ce sont des enfants qui racontent l'histoire des hommes dans leur extrême violence, la pire qui soit, celle de la thérapie. C'est un dessin, c'est une façon de la première chose que donnent les psychologues aux enfants qui ont vu un drame, c'est vas-y, dessine. Et ça, ces enfants, sans médecin, sans psychologue, ils le faisaient d'eux-mêmes. Et donc il y a toutes les guerres. Et donc celle-ci qui vous concerne directement, c'est la guerre des Balkans. Ouais. Et voilà, donc écoutez, moi, vous me demandiez ce que je faisais quand j'étais gamin, je dessinais des chevaux. J'avais de la chance. Parce que quelques années auparavant, c'était encore les bombardements nazis. 10 ans avant, c'était les bombardements nazis sur Belgrade. Et dans les années 90, c'était l'éclatement de la Yougoslavie. Donc il y a énormément d'enfants, sans doute énormément de talents, d'artistes, pas seulement dans le dessin, mais les guerres produisent des choses monstrueuses, c'est vrai. Et voilà, j'aurais pu être un de ces gamins qui aurait dessiné. Alors ça, c'est peut-être à Sarajevo, je ne sais pas où c'est, mais... voilà, et c'est quelque chose sur le plan juridique en plus qui commence à être pris en compte, très important. Juridiquement, certains de ces dessins commencent à avoir des fonctions réellement de preuve. Donc ça, c'est très important. Enki Bilal, d'une manière générale, comment trouvez-vous la forme d'une histoire, c'est-à-dire le format, le découpage, que ce soit pour un livre entièrement conçu par vous, c'est-à-dire dessin et scénario, ou même quand vous travaillez avec un scénariste comme Pierre Christin, comme vous l'avez fait très longtemps à vos débuts? Alors avec Pierre, c'était un duo. Il a mis du temps à se constituer, mais ça s'est fait en harmonie toujours. On parle d'abord du sujet. Et puis Pierre faisait un synopsis, donc un résumé assez précis de l'ensemble du récit. On en rediscutait, puis ensuite on se lançait. Lui, il faisait un découpage assez souple, mais où il indiquait tous les dialogues, un peu comme un script de cinéma. Et moi, je faisais la mise en scène. Voilà, ça revient à ça. Alors, il y a certains scénaristes sont très dirigistes, indiquent par exemple au premier plan tel personnage, au second plan un autre qui arrive, et puis l'avion qui se casse la gueule tout au fond à droite. Bon, nous, on n'était pas sur cette ligne-là, on était dans un échange permanent, ce qui faisait que dans Partie de chasse, par exemple, qui est le dernier bouquin en bande dessinée qu'on ait fait ensemble, il y avait un dialogue permanent entre ce que moi j'apportais dans des images fantasmées qui n'étaient pas prévues, et ce que lui rajoutait ensuite, rebondissant sur ces images fantasmées pour en remettre une couche qui nous entraînait ailleurs. Et c'était vraiment très, très, très passionnant parce qu'en temps réel et en parallèle se déroulait la chute du communisme était en marche. Et on était juste devant. Donc on essayait de ne pas nous faire rattraper par la chute du communisme. On voulait être les premiers à l'annoncer, en fait. Voilà, on l'a fait. Et le sujet est toujours très important, le propos. Par exemple, qu'est-ce qui vous fait choisir tel ou tel matériau pour dessiner Enki Bilal?
C'est l'envie de changer, c'est l'envie une envie esthétique qui n'a rien à voir avec l'histoire, ou l'histoire est très importante, y compris dans le choix de vos crayons, de vos couleurs. Alors, moi j'ai vraiment le sentiment, et quand je regarde un peu mon parcours, que mon parcours est totalement lié à la marche du monde. Vraiment, je pense, à chaque fois, je dirais aux avant-postes. Alors je me mets aux avant-postes parce que ça m'intéresse, mais par exemple, on parlait de la chute du communisme, avec Pierre, on était aux avant-postes parce qu'on se disait, ça commence à bouger, on sent que ça bouge. Donc on avance d'un pas, c'est comme aux échecs, on a un coup d'avance, on essaye d'avoir un coup d'avance et on dit, voilà, on va raconter ça. Ensuite, moi, lorsque je fais le sommet du monstre, j'ai un sujet qui me fait mal, qui est l'éclatement de la Yougoslavie, qui me fait mal. Alors j'avais fait un film entre-temps, enfin bon bref, mais je ne savais pas comment aborder le sujet. En même temps, je recevais des sollicitations, par exemple, une Nouvel Observateur me dit allez à Belgrade, allez à Sarajevo, tu nous racontes ta vision, carte blanche. J'ai failli accepter, et puis je me suis dit non, je ne peux pas vivre ce drame de cette manière-là. Alors j'étais en plus en contact, j'avais des contacts réguliers avec Sarajevo. Je finis par trouver cette idée d'obscurantisme qui mine la société humaine et qui fait imploser les Balkans. Et c'est comme ça, c'est le sujet qui vient me chercher, en fait. C'est le sujet qui vient me chercher. Et c'est toujours l'idée prospective, c'est toujours pas le réel. Ça ne sert à rien de traiter le réel quand on est dans la création. Mais une fois que vous avez trouvé le sujet, le traitement graphique, comment il vient ? Est-ce qu'il est lié au sujet ou pas ? Oui, mais alors j'allais y venir, et c'est très bien justement parce que Le Sommet du monstre pour moi est un livre de vraie rupture. Si je n'avais pas trouvé la technique pour traiter ce sujet, j'aurais arrêté la bande dessinée. Réellement. Alors, je vais essayer d'être clair sans être trop long, mais je commençais à être fatigué de tracer des cases, de tracer des planches, par exemple les phylactères. Ensuite, moi, comme je fais de la couleur directe, il fallait que je peigne autour des phylactères. Vous savez, donc la main se crispe parce qu'il ne faut pas déborder. Enfin, c'est des choses un peu. Donc je me disais, mais je fais un métier d'enfant, que c'est bizarre, parce que je ne sens plus du tout l'envie. Et le sujet du Sommet du monstre est un sujet qui nécessitait une forme de liberté du geste, presque de la peinture. Et c'est comme ça que techniquement, je trouve le moyen de travailler case par case, et ensuite de monter l'ensemble, comme on monte un film, mais là de monter l'ensemble sur ordinateur. Et de rajouter les textes après. Donc plus de phylactères à contourner, plus de cases à tracer, on peut recadrer, enfin bon bref, il y a une forme de liberté qui m'a donné l'énergie, une énergie qui allait avec le sujet. Donc, c'est pas du Bilal augmenté par un logiciel ? Pardon ? C'est du Bilal augmenté, du coup. Oui, je me suis auto-augmenté, je vais trouver oui, bien sûr, ouais, sans doute. Ouais. Est-ce que vous appliquez une méthode de travail ? Est-ce que vous travaillez à des horaires fixes ? Est-ce qu'il vous faut un lieu particulier ? Est-ce que vous respectez toujours les mêmes étapes ? Est-ce que vous avez des rituels ? Rituel, oui, beaucoup de café le matin, très tôt. Je me lève tôt, quoi qu'il arrive. Je me couche à 6h du matin, je serai quand même levé très tôt. Je travaille très bien. J'ai une énergie du matin qui est bien, qui va bien à ce travail-là. Rituel, non, c'est la presse. Oui, je lis la presse. Le problème, c'est qu'on ne trouve plus vraiment de kiosque à Paris, il n'y a plus rien. Enfin bon, bref, la presse papier, c'est triste. Je suis très triste de ça. C'est quelque chose qui me manque. Vous tenez au papier ? Ah oui, bien sûr. C'est formidable d'avoir ça, cette odeur le matin avec le café, ça va bien. Et puis très vite, voilà. Alors il n'y a pas de rituel. Et les lieux, vous pouvez travailler n'importe où ? Alors je peux travailler, oui. Enfin, il faut un temps pour s'installer, bien sûr. Hein, il faut un minimum de confort. Mais si le lieu est bien organisé, je peux travailler. J'ai travaillé par 40 degrés au soleil devant une mer turquoise sur les parties les plus sombres du Sommet du monstre. Guy Bilal, pour parler de votre style, de votre personnalité graphique, nous avons posé la question à un spécialiste de la bande dessinée que vous connaissez très bien, c'est Stéphane Beaujean, qui est par ailleurs le directeur artistique du Festival d'Angoulême. Il va analyser votre travail, enfin il va proposer son analyse de votre travail, mais à la fin, il va vous poser une question. Stéphane Beaujean. Ce qui caractérise Enki Bilal, je pense, c'est une technique.
Tout d'abord, un mélange de textures, des teintes, évidemment, gris-bleu, des silhouettes très reconnaissables, des icônes féminines assez longilines. Mais surtout, je pense que c'est sa technique mixte dans laquelle il a introduit peu à peu des éléments liés à la peinture et il a retiré peu à peu les éléments liés à la bande dessinée, notamment l'encre. Ça, je crois, c'était assez perceptible dans les années 80 et c'est ça qui l'a immédiatement caractérisé. Et à partir de là, il s'est éloigné peu à peu de la bande dessinée pour aller vers un geste plus pictural en travaillant sur des formats plus grands qui évidemment autorisent plus de choses dans le geste. Et puis la dernière étape qui le caractérise, je pense, et dont les lecteurs se rendent compte, même si c'est c'est de la cuisine interne, c'est sa manière de monter les pages, dont je pense qu'elle lui a été inspirée par le cinéma. C'est quelqu'un qui parle de l'immobilisation d'une société le jour où les outils numériques viennent à tomber en panne, qui parle déjà des problèmes que beaucoup de chercheurs ont commencé à relever il y a 10 ans, c'est-à-dire les questions de la mémoire, de la transformation de l'homme à partir du moment où il bascule dans le tout numérique, quelle capacité il va développer, quelle capacité il va perdre, celle de la mémoire en l'occurrence, pour gagner peut-être en multitâche. Donc voilà, Enki Bilal parle de nous aujourd'hui, mais il déplace ça dans un futur qui n'est pas très loin, et ça lui permet comme ça de créer des décors totalement oniriques, qui nous permet d'avoir une certaine distance, une distance nécessaire peut-être pour parfois se replonger dans les problèmes qui nous entourent. Alors moi, Enki Bilal, pour moi d'abord, c'était des images, puisque quand j'allais dans les librairies spécialisées bande dessinée, je n'avais pas encore l'âge de lire ses récits. Par contre, je voyais au mur ses images, puisque j'étais jeune lecteur à une époque où lui, clairement se distinguait par son approche graphique, je pense notamment à Roméo et Juliette, et ce genre d'image qui était suspendu, encadré dans les librairies spécialisées que je fréquentais. Et je trouvais ça fascinant. Fascinant parce que c'était évidemment tellement différent de ce que je connaissais que ça m'intriguait, et fascinant aussi parce que ça m'était encore interdit. Bonjour Enki. La dernière fois que je t'ai vu, nous discutions des différences fondamentales entre le cinéma et la bande dessinée, et des choses qu'on pouvait faire dans l'un et pas dans l'autre. Et tu m'as dit, l'une des choses qu'on ne peut pas faire en bande dessinée, ou qui ne sert à rien, ou à pas grand-chose plutôt en bande dessinée, c'est de faire un gros plan sur l'œil d'une femme, puisque la vibration de l'œil d'une femme ne sera jamais aussi bien retranscrite que par la caméra. Est-ce que aujourd'hui, alors que je le sais, tu te replonges dans une création multimédia, en travaillant pour le cinéma d'un côté, la bande dessinée de l'autre et la télé de l'autre, maintenant que tu as les mains dans le cambouis dans les trois en même temps, est-ce que tu vois d'autres limites à la bande dessinée ou d'autres limites au cinéma que tu ne voyais pas auparavant? Voilà, ça m'intéresse de savoir comment progresse ta réflexion sur ce qu'on peut faire sur un médium et pas sur l'autre. Stéphane, merci. Merci pour l'analyse et pour la question. Alors c'est très intéressant parce que précisément il tombe au bon moment. Alors je ne suis pas sûr de pouvoir donner une réponse parce que je suis dedans. Donc la réponse. Tant qu'il nous apprend que vous êtes en train de préparer quelque chose, que le Bug, la série Bug en bande dessinée, va être une série pour la télévision et donc on passe par le cinéma. Voilà. Donc on est Bug, on est en train de travailler. Je dis on parce que je travaille avec Dan Frank, donc un écrivain. Très célèbre et un scénariste très 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 reconnu. Donc il y a un ami, on a déjà fait ensemble d'ailleurs un film de Tico Moon, on l'a écrit ensemble. Un de vos 3 films réalisés pour le cinéma. Voilà, et on a fait également un livre, j'ai fait des couvertures de certains de ses romans, et on a fait un livre ensemble qui s'appelle Un siècle d'amour, Un siècle d'amour, qui est un livre hommage aux femmes du siècle, du XXe siècle, femmes anonymes mais qui ont traversé des périodes emblématiques du siècle et qui sont vues par un peintre. Et puis bon voilà, donc texte et peinture, donc un livre auquel on tient tous les deux. Et donc on travaille sur cette matière qui est une série de bandes dessinées, donc les 2 premiers volumes. Et on a commencé à travailler d'ailleurs à la moitié du 2e volume. J'étais en plein dans le 2e volume de bande dessinée où vous êtes seul, hein. Où je suis seul. Pour la bande dessinée, vous êtes seul. Vous êtes auteur complet. Et on se dit, voilà, on va commencer à travailler le développement de la série. Alors, je ne vais pas rentrer faire des différences entre série télé et cinéma. Il y en a, mais grosso modo, c'est la même démarche. Donc, je vais parler d'un côté donc, de traitement cinéma et de l'autre de la bande dessinée.
Et très vite, alors on part du principe que, puisque c'est ce qui a séduit France Télévisions, etc., on garde la thématique, le bug, les personnages principaux, donc tout ça, on garde. Évidemment, on part avec cette matière-là, et finalement, très vite, on est amené, parce que le temps que l'on passe devant une série télé, c'est pour voir des scènes se dérouler. Là où moi, par exemple, je peux, en une page, montrer le père de la jeune fille qui se trouve, le père se trouve dans la station en orbite, dans le vaisseau, etc., au milieu de ses camarades morts, etc. Il est là, il est totalement tétanisé, mais il est là. Et sa fille qui l'attend à Paris dans son appartement, en 2 cases, 3 cases, avec les ellipses radicales que permet la bande dessinée, avec le texte placé là où il faut, etc., on a quelque chose qui fonctionne et qui implique le lecteur. Et en plus, alors Bug est une histoire qui est vraiment basée sur vraiment des ellipses qui sont abyssales par moments. Parfois, je me dis, mais est-ce que je peux le faire ? Ben, je le fais et ça marche. Les gens ont fait c'est ça qui est très touchant, c'est qu'ils ont fait le travail, ils ont comblé. Voilà. Et ils me parlent souvent de choses que je n'ai pas écrites. Donc c'est très touchant, c'est très fort de leur part. Et donc lorsqu'on est face à un déroulement en temps réel du cinéma, où on voit des gens se parler, eh bien on entre dans un autre rythme. Et là, on sort, on amène des éléments psychologiques, on amène des choses qui font que tout, ensuite, est écrit d'une autre manière, et qu'il faut rajouter des scènes, il faut rajouter des choses qui ne sont pas dans la bande dessinée. Et petit à petit, à force de rajouter des choses qui ne sont pas dans la bande dessinée, eh bien on écrit toute autre chose. Et ça, c'est assez impressionnant. Donc finalement, je pense que c'est la bande dessinée qui est, alors contrairement au manga, qui déroule tout, comme le fait peut-être le cinéma, la bande dessinée, telle que je la pratique aujourd'hui, elle est radicale, elle est totalement, basée sur des ellipses, ce qui permet de passer de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et le fossé est énorme, finalement, parce que le cinéma, c'est du temps réel, et il faut embarquer le spectateur et lui amener sans arrêt des éléments, des personnages, des respirations, de l'émotion. L'image dessinée ne produit pas le même type d'émotion, alors que le cinéma produit le même type d'émotion pour tous. Le dessin, non. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir mon dessin, par exemple, qui détestent, qui ne peuvent pas, d'autres qui sont touchés, alors que finalement, une scène bien tournée, et aujourd'hui, on peut dire que tout le monde tourne bien, bien tourné, bien filmé, bien joué, ça passe auprès de tout le monde. Vos personnages de bande dessinée, est-ce qu'ils sont inspirés de personnes que vous avez côtoyées, vues, entreaperçues, aimées ? Avant de parler, parce que le cinéma, on va chercher des personnages qui ressemblent à vos personnages dessinés. Mais à l'origine ? Non, rarement, en fait. Alors, il y a eu des clins d'œil pour un physique d'un personnage, mais c'est pas lié à ce qu'étaient ces gens, ces personnages. Vraiment pas. Non, mes personnages sont vraiment... par contre, ils peuvent être totalement une accumulation, une somme de plusieurs personnages, bien sûr. Et parfois aussi hommes-femmes mélangés. J'aime bien mettre du féminin chez mes hommes et inversement. Les femmes dirigent enfin le monde dans Bug. Et c'est la fameuse phrase de Simone Veil que vous mettez en exergue sur la cité. Quand elles seront aussi incompétentes que les hommes, là on pourra dire qu'il y a une parité, une égalité. Là, aussi bien en Union soviétique, l'ex-Union soviétique que l'Empire américain, ce sont 2 femmes qui dirigent le monde. Oui, j'ai vu ça, oui. Ouais. Et elles sont aussi incompétentes que les hommes, on peut le dire. On va voir. C'est parce que c'est vraiment, non, mais c'est ça qui moi j'aime bien d'ailleurs dans cette façon de travailler, c'est que à 5 pages ou 6 pages de la fin du 2e volet, je ne savais pas que je tournerais dans cette direction-là. Il y aura combien de tomes ?
Parce que ça peut encore évoluer, tout ça. Oui, oui, bien sûr, mais donc vraiment, c'est vraiment à 5 pages de la fin que je bifurque et je me dis, voilà, celles qui vont enlever le personnage principal seront les femmes. Et ça m'amène à me dire, mais finalement, c'est la prise de pouvoir par les femmes qui voient dans cette occasion de table rase, hein, parce que le bug, c'est une mise à plat de tout, il n'y a plus rien, il faut tout inventer. Donc qu'est-ce qu'on réinvente sur le plan idéologique ? Est-ce qu'on peut inventer quelque chose quand on est dans un état de sidération, dans un état de traumatisme tel ? Non, je pense pas. Ou alors on invente on a de mauvaises idées, ou des fausses bonnes idées. Et ça va donner la violence peut-être du troisième volet. Mais quand on veut réfléchir, on se dit, bah non, finalement ce qu'on peut faire c'est mieux. Et là je trouvais qu'intéressant que les femmes disent on va faire mieux que les hommes. Donc le marxisme, nous on va savoir l'interpréter, et on va pas se planter, comme l'ont fait les hommes. Et ainsi de suite. Donc voilà, c'est comme ça que j'ouvre ce chantier du troisième volet. C'est très passionnant. Vous parlez du troisième volet, mais vous ne nous dites pas combien de... Il y en aura 5. Il y en aura 5 ? Ouais. Bon, puisqu'on avait Stéphane Beaujean, directeur artistique du festival d'Angoulême, qui vous a posé la question, vous avez très bien répondu, Enki Bilal. Restons sur le festival d'Angoulême, où vous avez été primé en 1987, c'est bien ça ? Oui. Alors, et donc l'année d'après, vous faites l'affiche, c'est le principe, le lauréat d'une année fait l'affiche de l'édition suivante. J'adore cette affiche parce que non seulement elle marque une date importante dans votre carrière, mais aussi dans l'histoire de la bande dessinée. Ce n'est pas pour rien que la caméra est présente. Vous allez bientôt passer du côté du cinéma, et puis oser. Oser, oui, il faut vraiment oser. J'ai honte quand je vois ça. Bande dessinée. Non, ouais, mais j'ai osé. Bande dessinée, et puis surtout Tintin qui embrasse. Est-ce que c'était une manière aussi à vous de dire, ça y est, la génération de la ligne claire, c'est fini, nous on vient avec quelque chose de nouveau? Non, mais juste un petit mot sur le fait que Tintin embrasse une jeune femme. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais des ennuis avec les héritiers. Sérieusement, hein, des vrais ennuis judiciaires. Et pourtant, il est humain. L'évolution de l'être humain depuis ces temps-là. Tintin, enfin humain, enfin sexué. Enfin, bah oui, mais donc ce serait un crime de lèse-majesté. Non, je dis ça comme ça, je plaisante, mais pas tant que ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce qu'on voulait dire ? Alors la ligne claire, non, aucun problème avec la ligne claire du tout. Hein. Moi, pas du tout. Non, au contraire. Alors déjà Tintin, Hergé, Jacobs, Jost Vaart, Ted Benoît. Mais quand même, quand vous êtes venu dans les années 80, il y avait une forme de rupture avec d'éclater les cases, d'imposer la science-fiction, de rendre aux personnages leur sensibilité humaine, leur sexualité complexe. Ce n'était pas rien quand même. Non, bien sûr, mais moi, parce que je suivais ma démarche, j'étais dans ce que je croyais devoir faire, ce que j'avais envie de faire. Il y avait cette envie aussi, l'envie de se détacher de la bande dessinée, oui, très, très naturellement. D'ailleurs, moi, je pense que quand j'ai commencé à publier, j'ai commencé à moins lire de bande dessinée. J'en lisais beaucoup. Pendant que je n'étais pas publié, pendant que je rêvais d'être publié, pendant que je rêvais d'en faire de la bande dessinée. Mais c'est lorsque j'ai commencé à être publié que finalement je me suis rabattu, c'est le terme n'est pas approprié, je suis retourné et je me suis concentré sur le cinéma pour me nourrir, pour faire de la bande dessinée, sur la lecture, les romans et puis petit à petit les thèmes qui m'intéressaient, les essais, etc. Donc c'est peut-être que ce moment-là, pour moi, est le moment où je décide de m'émanciper et de devenir libre. Et de cinéaste en même temps. Bien sûr. Vous aimez le cinéma, Enki Bilal ? Oui, je pense que oui. Non, mais quel genre de cinéma ? J'aime tout. Non, j'aime vraiment le cinéma. Vraiment. C'est-à-dire, ça peut être un film d'animation ? Oui, bah évidemment. Évidemment, je suis né aussi dans un pays, dans une contrée de l'Est de l'Europe où l'animation était très, très, très en avance. Une école tchèque notamment. Ma mère était tchèque. Ouais. Donc c'est très... Non, mais ce cinéma-là, bien sûr, plein de richesse d'émotions, de force d'imagination, et puis le cinéma d'auteur, et puis le cinéma de qualité, on va dire, tout simplement.
Alors merci d'être venu à Marseille parce que vous venez de passer 15 jours bien remplis au Festival de Cannes. Vous étiez membre du jury, on vous voit justement avec les membres du jury de ce Festival de Cannes. Et vous avez primé, d'ailleurs ça a été une très très mauvaise nouvelle pour les journalistes parce que vous avez fait un palmarès parfait, c'est-à-dire on ne pouvait même pas vous critiquer. C'était effectivement le film de Bong Joon-ho qui était le meilleur, qui se détachait de tous ces films, une compétition très très riche. Et donc le film c'est Parasite. Et j'ai senti en voyant ce film à quel point il pouvait vous plaire pendant la projection à Cannes, parce que bon, on va le résumer très brièvement, ça reste aussi un film sur le système économique actuel, sur les inégalités qui ne cessent de se creuser entre les plus pauvres et les plus riches. C'est la lutte des classes. C'est la lutte des classes, mais à un certain moment, quand les pauvres cherchent cet endroit où ils peuvent avoir la connexion et qui disent « Ah, le dieu Wi-Fi », je me suis dit « Mais attends, cet humour, c'est un humour qui sort de Bug ». Le film, moi, il m'a conquis immédiatement. En fait, en le découvrant, j'étais tellement bien que je savais que ce serait facile. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que tous les membres du jury ont eu la même réaction. Et en plus, on était soulagés, parce on venait de dépasser la moitié de la compétition, donc on n'avait pas tout vu, mais on a été soulagés parce qu'on avait vu des très grands films, de très grands réalisateurs. Et donc on était dans une forme d'impasse. On commençait à discuter, on se disait oh là là, ça va être serré, ça va être même violent peut-être. Donc on était tous très heureux d'être ensemble et que humainement c'était formidable. Et là, ce film nous a mis tous d'accord. On s'est dit voilà, ça nous a soulagés et on était prêts à accueillir mieux, évidemment. Je dis pas qu'il n'y a pas eu mieux, mais c'est pas arrivé, voilà. Mais vous aimez cet exercice, c'est-à-dire juger le travail des autres? Je me suis pas senti juge à aucun moment. Et c'est ce que nous avait dit Alejandro Inarritu, le président du jury. Très grand réalisateur. Et humainement un type formidable. Ce qu'il nous a dit d'emblée, il a dit écoutez, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire non plus ça parle de ça, ce sujet-là est trop politique. Non, on est là pour essayons de prendre du plaisir, de dire voilà, qu'est-ce qui nous a touchés, voilà, quel type de cinéma nous a touchés. Et on a essayé de garder cette ligne, même si après il y a pu y avoir des petits affrontements sur d'autres prix, mais en tout cas le prix de la Palme d'Or, c'est quand même le principal, et le Grand Prix, qui est chronologiquement juste après, pour Atlantique, film imparfait, peu de moyens, mais qui a traversé, on l'a vu au début, et qui a traversé toute la compétition. On l'a pas oublié, il était là et c'est très fort. Voilà. Ouais, ces imperfections l'honorent. Les gens qui verront le film comprendront ce qu'on veut dire par là. Mais vous-même, Elki Bilal, quand vous êtes jugé, quand on fait une critique de vos albums, de vos dessins, de vos expositions, de vos films, comment vous réagissez ? Quand la critique est négative mais justifiée, parce que je pense qu'en général, mais déjà, vous êtes en les artistes savent comment. Vous êtes en attente d'un retour de ce que vous faites ? Non, plus maintenant. Mais ça m'intéresse, bien sûr, de savoir. Alors aussi, à une époque, on a envie d'être aimé, on a envie d'être soutenu. Donc, si c'est justifié, bon, ça va, j'encaisse et je me dis oui, c'est vrai. J'ai pas voulu le voir, mais d'accord. Si c'est pas justifié, ça énerve. Si c'est une histoire de chapelle, de règlement de compte, de copinage, etc., si c'est positif, ça fait pas plaisir, parce qu'on le sait. Donc on se dit, bon, d'accord, c'est un copain. Et si c'est méchant, il est d'accord, c'est un salaud, il m'aime pas, voilà. Bon, mais puis c'est tout. Quelle est la critique que vous avez retenue ? La critique ? Ouais. Sur votre travail, sur votre trait, sur votre histoire ? Peut-être au moment où j'étais dans une grande ambition, certains albums qui n'étaient pas faciles à lire, sans doute, donc il y a eu toute une série de critiques qui m'ont lâché, et c'était des mots pas... qu'est-ce que je pourrais... J'essaie de trouver un terme... abscons, voilà. Ça, abscons, je vois ce que ça veut dire, mais je vois surtout la paresse intellectuelle qu'il y a derrière le cerveau de celui qui l'a prononcé. Non, alors du coup, ça n'a eu aucune influence sur vous.
Comment? Bah, du coup, ça n'a eu aucune influence sur vous, cette œuvre. Non, aucune influence, mais mais c'est pas ça, c'est que c'est eu ça. Non, mais moi j'ai été au bout, hein. J'ai vraiment été au bout de ce travail-là avec La couleur de l'air, qui est le dernier album. Et ensuite il y a eu Bug. Mais Bug, c'est parce que je vous ai raconté, je suis rentré dans une piscine avec mon portable dans la poche. Et puis voilà, ok. Voilà. Et du coup, là, je renoue, je le sais, avec le classicisme narratif et du coup avec peut-être un plus grand public. Mais j'avais toujours un grand public qui me suivait, y compris dans mes aventures absconses. Alors, en ce moment, pire qu'à Marseille, Paris est une ville invivable à cause des travaux, partout. C'est une horreur. Sauf que les travaux autour de la gare de Lyon ont permis à une exposition de vos dessins depuis le printemps des poètes, et on s'est dit, tiens, ici on allait rencontrer les gens ordinaires, comme on dit, pour avoir leur avis sur le style, sur les livres, sur les dessins d'Anki Bilal. Et voici donc le reportage de Pierre Morales et de Nicolas Lafitte autour d'une exposition à Paris, en plein air, de vos dessins. La sensualité passe par l'éloge de l'imperfection. La perfection du grain de peau, en art, c'est ennuyeux. C'est bon pour le papier glacé, photoshopé. Je trouve émouvant et sensuel un corps meurtri et fatigué. Même si dans la plastique et les proportions, je suis plutôt exigeante. Les dessins sont magnifiques, les couleurs sont très belles, les personnes sont très très jolies, très slaves. C'est déjà la beauté en fait du dessin, de la couleur et des personnages qui me touchent. Après il y a toujours un côté très dur aussi, mais bon, la vie est un peu comme ça aussi. Anki Bilal arrive toujours à nous surprendre. Entre la bande dessinée, la réalisation de ses films, ses peintures, ce qu'il a fait pour le Louvre aussi, il y a toujours une recherche esthétique continuelle. Ces bleus sont généralement magnifiques et la réflexion qu'il mène aussi sur notre société, sur les derniers ouvrages qu'il a publiés, c'est vraiment être au cœur du monde aujourd'hui. Il est en pleine réflexion sur notre société et ça me plaît beaucoup. Il y a aussi un art de manier les couleurs qui est vraiment extraordinaire. Je me souviens aussi de ses premières bandes dessinées où le jaune était la couleur du souvenir et ici le bleu est une représentation vraiment de ces univers. Et par rapport à ses premiers dessins où il était avec beaucoup de traits, de hachures un peu à la Moebius, là il a vraiment évolué dans un univers qui est entre la bande dessinée et la peinture et qui reste de toute manière fascinant. C'est moins humain, enfin le visage il a l'air un peu pas trop humain, mais en même temps c'est humain, enfin genre, c'est une personne humaine, mais qui a l'air un peu déshumanisé si je peux dire. Et aussi le côté genre, simplement genre des pièces de mode qu'on voit genre comme le Chanel du coup, et je trouve que ça donne un côté un peu genre extravagant mais en même temps genre compliqué à comprendre. Je trouve qu'il est très esthétique et puis on reconnaît bien son univers aussi. Il est assez marqué. Tous les personnages sont très beaux, même dans la laideur entre guillemets, même quand c'est violent, même quand il y a des choses violentes. Et ça reste toujours beau en fait. Il y a vraiment une dimension esthétique qui moi m'interpelle beaucoup et que j'aime beaucoup. Ça fait des années qu'on connaît Bilal dans la famille. Mon père le lisait déjà quand on était tout petit. Et on a pas mal traîné notre regard sur les humanoïdes associés. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup les expressions. J'aime bien l'univers moderne et ancien, la mythologie égyptienne. Et j'aime beaucoup aussi la partie un peu anthropo-animale en fait. Le mélange d'animaux et d'hommes me fascine pas mal. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est une belle métaphore en fait. C'est une façon de montrer quelque chose qu'on a à l'intérieur par des dessins. Donc c'est une jolie analogie en fait, en gros sur l'animalité qu'on a en nous. Et puis ça évoque plein de trucs. On a le bug là tout récemment, là, la dernière BD en question est bien secouante aussi au niveau des nouvelles technologies. Toujours plus petite, toujours plus performante et toujours plus aliénante en fait. Anki Bilal, bonjour. Ce serait magnifique de téléporter ton art chez les Américains. Donc du coup avec les civilisations anciennes, Inca, Maya, amérindiennes,
faire quelque chose, une série ou un beau livre en fait, en mélangeant ces deux esprits. Ça serait chouette. Est-ce que c'est un projet ? Tout le monde vous attirait dans son univers. C'est très touchant, non, c'est vraiment très touchant. On parlait des animaux tout à l'heure, de l'animalité, etc. Je trouve que là, on est en phase sur cette urgence aussi. Écoutez, moi, je tiens à remercier quand même cette exposition. Je n'en suis absolument pas l'instigateur. On n'est jamais l'instigateur, d'ailleurs, rarement. Mais c'est le département communication culturelle de la SNCF qui a pris en charge cette idée suite effectivement au Printemps des Poètes dont j'avais réalisé l'affiche. Et c'est devenu comme ça un lieu de passage pour des... Alors, l'ingénieur du son, formidable. Vous avez entendu la bande son c'est des travaux. Bien sûr. C'est Paris. Donc on est dans Paris même. Donc c'est dans ce boucan et voilà, les gens prennent leur train. Alors certains ne regardent pas, ne voient pas, mais c'est un lieu étonnant parce que effectivement c'est être au plus près des gens finalement et c'est intéressant d'avoir leur réaction, c'est super. C'est difficile de passer sans voir les dessins, on est attiré à Bilal. Ça c'est votre modestie, mais il y a quelqu'un qui a fait une très bonne remarque, c'est la question que je voulais vous réserver à la fin, c'est quoi le mystère de la tache bleue ? Vos personnages avec cette tache bleue dans Bug, cette tache bleue qu'avait Michel Piccoli dans vos films, que représente le bleu et cette tache bleue ? Eh bien c'est une comment dire, c'est un récit parallèle en évolution. C'est parfait justement que vous évoquiez Ticomone, le film, parce que alors il y a quand même le précédent véritable, c'est La femme piège. Cheveux bleus, pilosité bleue, naturelle, pas de teinture, tout ça c'était naturel. C'est-à-dire même Brigitte Fontaine, vous l'avez affublée d'une chevelure bleue. Et là c'était votre signature, on savait très bien que ce bleu, c'est votre bleu. Brigitte est une grande connaisseuse de La femme piège. Et donc, il y a eu ensuite le Piccoli, avec l'aspect très malsain de la maladie. Donc cette tache bleue était une maladie, vraiment, malédiction. Dans Pug aussi, non, Michel Piccoli, dans Ticomone, le film. Non, mais la maladie, c'est aussi une malédiction. J'y viens, parce que chez Piccoli, c'était une vraie maladie, une malédiction, la famille était touchée, de père en fils, enfin bon, bref. Et donc c'était malsain. Là, dans Bug, c'est pas une maladie, on ne sait pas encore. On s'inquiète. On s'inquiète. Ça s'étale. C'est partie des séries. Que le spectateur, le lecteur s'inquiète, va-t-il mourir ou pas ? Pourquoi le bleu alors ? Non, alors donc là, non, je l'annonce très clairement. Dans le 2, d'ailleurs, on commence à se rendre compte que ce bleu permet une communication quasiment en Bluetooth. En Bluetooth. En Bluetooth. Carrément. Donc, non, ça va être plutôt positif. Et ça, c'est intéressant, c'est que une couleur peut être un élément de langage, de narration, et donc n'est pas figé dans un signifiant seul, unique. Voilà. Elki Bilal, avant de vous laisser rejoindre votre public marseillais pour 1 heure de dédicace et de vente de Bug, on va terminer par vos livres de chevet, votre petite bibliothèque idéale, si j'ose dire. On vous a posé la question de savoir s'il y avait des livres qui comptaient suffisamment pour vous, au point où vous auriez aimé les commenter sur scène. Et voilà votre choix. Alors, le choix d'Elki Bilal, ça commence par... Il y a déjà eu indirectement Jean Echnoz. L'hommage à Jean Echnoz, c'était dès le début. Et puis ensuite, ça commence par du Baudelaire, Les Fleurs du Mal, effectivement. Alors, moi, je n'aime pas du tout, en général, les questionnaires de Proust ou du genre, si vous alliez sur une île déserte, qu'est-ce que vous embarqueriez et quels sont vos livres de chevet, mais je n'aime pas ce genre de questionnaire. Mais là, j'ai trouvé, disons, la parade, ce sont des livres qui sont essentiels pour moi, qui m'ont marqué. Voilà. Donc, c'est pas... Les 5 livres qui ont marqué Elki Bilal. Voilà. Mais voilà. Parmi beaucoup d'autres. Je pourrais changer, Bon, mais alors donc vraiment... Les Fleurs du Mal, parce que non, je découvre le français, et c'est peut-être le premier auteur de poèmes sulfureux qui m'interpelle, parce que je comprends pas tout, et je trouve ça fascinant. Ça, c'est Baudelaire. Ensuite, c'est un essai
par Houellebecq. Alors Houellebecq, alors, en fait, j'aurais pu citer Lovecraft, j'en ai parlé aussi peut-être tout à l'heure, qui était un auteur qui m'a marqué pour des tas de raisons aussi, y compris de dessin, alors qu'il ne dessinait pas, il a provoqué des choses en moi. Mais là, je fais double d'une pierre deux coups, en fait, parce que Houellebecq a écrit un essai très, très, très intéressant, où on a à la fois, on apprend énormément de choses et on lit énormément d'extraits de ce qu'était Lovecraft, et on commence à apprendre qui est Houellebecq. Et c'est un bouquin très très intéressant. Que pensez-vous de Houellebecq? Vous partagez au moins un point commun. À lui aussi, on lui pose la question. Vous avez été visionnaire, vous avez vu tel attentat, tel événement, avant tout le monde, mais vous-même, vis-à-vis de l'écrivain, vis-à-vis de l'homme public. Je connais, non, c'est quelqu'un qui me touche, hein, alors, est-il visionnaire? Je pense à Soumission, je préfère qu'il ne le soit pas trop. C'est mon point de vue. Ouais. Mais c'est un grand écrivain. Ensuite, classique. Crime et Châtiment. Alors ça aussi, Crime et Châtiment, c'est ce qui inspire. ouais, non, mais c'est alors des traductions, une belle traduction qui m'a touché. Et puis voilà. Vous l'avez lu en français, donc, hein? Oui. Mais je parle russe un peu, je lis. Et j'ai lu un peu de se taper Dostoïevski en russe quand on n'est pas. Mais c'est sublime, c'est magnifique. Voilà, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est un des livres qui s'impose pour moi. Autre livre, on va le découvrir, et ben voilà. Alors Dan Simmons, là aussi. L'échiquier du mal. Dan Simmons, j'aurais pu choisir Hyperion également, qui est alors purement SF, science-fiction. Là, c'est manipulation mentale, c'est d'une grande force, c'est puissant, en fait c'est ce qu'on attend, et même lorsque c'est traduit, hein, là, donc je l'ai lu en français, même lorsque c'est traduit, c'est magie de l'agencement des mots et au service de ce que ça veut dire ou raconter. Voilà, donc on est pris ou pas. Et moi, Dan Simmons m'a pris par ce bouquin, mais très fortement. Et puis enfin, pour terminer, littérature contemporaine, Bohème sans salle, 2084. C'est pour boucler la boucle, j'aurais pu citer aussi Orwell pour 1984. Et là, on est en 2084 et c'est aussi c'est quelqu'un qui nous dit des choses que beaucoup ici ne veulent pas voir, et il nous les dit avec un talent fou, et c'est très puissant. Et enfin, toute dernière question, vous avez pris un plaisir à dessiner Marseille dans Bug? C'est d'après photo, Oui. C'est d'après photo. Mais oui. Mais c'est retravaillé totalement, parce que oui, c'est en fait, j'utilise parfois dans des vues aériennes des images numériques pour parler d'un monde où le numérique n'est plus. C'est une façon de pervertir en plus la chose, mais Marseille, j'ai une vraie affection pour Marseille. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas passé par là, parce que vous allez découvrir tout à l'heure pour la première fois le Mucem. Oui, j'ai pas pu venir, mais avant, mais ça s'explique pas. Voilà, c'est peut-être mon côté un peu mes souvenirs de l'Adriatique, je ne sais pas, du côté de Split et de Dubrovnik, c'est voilà la mer, mais en tout cas il y a une chaleur, une effervescence, une énergie. Tout n'est pas parfait, mais justement. Mesdames, Messieurs, Alki Bilal.